Le contexte de cette présentation, donc, qui je le rappelle parle des SPOF, des Single Point of Failure, avec un accent anglais qui tue. C'est l'agrandissement justement. J'ai été d'abord seul, on a bossé ensuite à 2 pendant 3 ans, et là on est passé à 4 d'un coup, ce qui est assez difficile à gérer en fait. C'est difficile de bosser à 4, plus que tout seul, parce qu'il faut faire tout le lien quoi, entre les gens qui doivent travailler ensemble. Et donc on a cherché des solutions, des méthodes, des outils, et on a beaucoup lu, donc remote, la semaine de 4 heures, pourquoi le travail nous fait chier, et comment y remédier. Enfin je sais plus comment c'est traduit en anglais, mais ce bouquin est génial, je vous le conseille. Et dans remote, il y a quelque chose qui nous a frappé en fait, et qui a servi de point de départ à toute notre réflexion, c'est la notion de SPOF, le Single Point of Failure. Qu'est-ce que c'est un SPOF? C'est finalement qu'est-ce qui va faire que vous allez vous casser la figure, quoi. Qu'est-ce qui va faire que demain vous ne pourrez pas travailler, vos collaborateurs ne pourront pas travailler, vous allez planter un projet, vous allez planter quelque chose. Et c'est super intéressant quand on commence à creuser un peu la question de voir que tout est SPOF en fait. Il suffit que vous n'ayez plus accès à Internet, il suffit que vous n'ayez pas accès à votre bureau, il suffit qu'un serveur tombe, que les mots de passe ne soient pas partagés, il suffit que le code ne soit pas partagé, pas documenté, que votre téléphone tombe en panne, que machine de développement tombe en panne. J'en passe, voilà, c'est incroyable quand on se met à creuser là-dedans. Et c'était un peu ma tronche à droite quand je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait tomber n'importe quand, n'importe où, il n'y avait pas vraiment de solution parce que j'avais commencé à bosser seul et qu'on avait bossé à 2 sans vraiment réfléchir à la question. Alors qu'à 4 on s'est mis à réfléchir. Le pire des SPOF, c'est vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la liste de tous les SPOF, on va dire structurels, et ce que j'appelle des SPOF par omission, c'est des informations qui ne sont pas partagées, finalement, le dernier maillon faible, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est malade? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a un souci? Qu'est-ce qui arriverait à vos projets si vous disparaissiez? J'aime bien poser cette question, parce que ça fait un peu représentant en assurance vie. Voilà, je sais pas, par exemple, vous chopez une syphilis, crevez. Tu as un coup de couteau dans la rue, comme ça peut arriver. Tomber dans la lave, c'est complètement possible. Emporté par un aigle, j'en passe et les meilleurs, écrasé par un piano. Les plus tarés d'entre vous auront reconnu certaines morts de Kenny dans South Park, dont la liste exhaustive est à cette adresse si quelqu'un est intéressé. Il y a vraiment des mecs qui ont du temps à perdre. Un peu plus sérieusement, prenez 10 secondes pour évaluer un petit peu votre niveau de SPOF. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous planteriez un projet, plusieurs projets? Est-ce que vraiment, dans votre boîte, il y a tout ce qu'il faut pour que si demain vous êtes écrasé par un bus, ça puisse continuer à tourner, quoi. Alors, quelle solution? Nous, on a déterminé 3 types de SPOF différents, en fait. Il y en a un qui est très facile à solutionner, c'est ce que j'ai appelé les POF structurels. SPOF, d'ailleurs, pas POF. Structurel, c'est des choses matérielles, c'est des locaux, c'est votre téléphonie, c'est un serveur. Comment faire pour que si ça tombe, ça puisse toujours fonctionner? C'est prévoir un fallback. J'ai un petit exemple. Nos serveurs de prod, avant, c'était un serveur de prod, tout seul, comme ça. Chez Netissim, on avait un gros serveur sur lequel il y avait tous les sites de tous les clients. Quand on s'est vraiment posé la question de savoir si ça pouvait se casser la figure, oui, ça pouvait clairement se casser la figure. Donc maintenant, on est parti sur une architecture et on a fait un petit outil en open source d'ailleurs pour optimiser ça. On a 2 serveurs, 2 gros serveurs, et chaque client a sa VM dessus, complètement indépendante, qui est répliquée tous les quarts d'heure sur un autre serveur qui n'est pas dans le même data center. Et globalement, il suffit que le site tombe. Moi, je suis prévenu par SMS en 5 minutes, et hop, j'appuie sur le gros bouton rouge et ça fait back tout le serveur sur le serveur de secours. Et donc ce petit outil-là est en open source si ça vous intéresse, si vous avez des serveurs chez Online et que vous voulez automatiser l'IP failover. Voilà. Le deuxième type de SPOF, c'est ce que j'ai appelé SPOF par omission, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas partagées. C'est quelque chose qui est dans le cerveau d'un seul développeur ou d'une seule personne, en tout cas chez vous, et qui n'a jamais partagé parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'y a pas pensé, parce que c'est pas prévu. Les comptes utilisés sur les différents outils, on utilise tous aujourd'hui des outils SaaS. Il suffit que le gars, ce soit lui l'administrateur du compte, et puis paf, terminé, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs sur le truc.
Les mots de passe, évidemment, les informations de business, les coordonnées des clients, les agendas, les accès aux finances. Comment si ça se passe si vous êtes le seul à pouvoir faire les virements de salaire et que demain, vous n'êtes plus là. Toutes ces questions, quoi. Donc, la solution, donc, c'est de partager, partager et encore partager. Il y a des solutions aujourd'hui très efficaces. Nous, par exemple, pour partager les mots de passe, on utilise KeePass, qui est un petit soft très sympa, et le fichier de mots-clés, la database de mots-clés, finalement, de password, pardon, et sur Dropbox. Donc, impossible de la perdre, impossible de se faire avoir, elle est versionnée, il y a tout ce qu'il faut. Il y a d'autres outils comme LastPass, comme Dashlane et comme tout un tas d'autres outils. Il suffit de chercher gestionnaire de mots de passe sur Google et vous allez en trouver une tripotée. Dans le métier, évidemment, il y a des choses que tout le monde connaît aujourd'hui qui sont faciles à utiliser. Les bug trackers type Pivotal Tracker, les CRM type Basecamp, etc. Les to-do list partagées, etc. Partagez. Il ne faut pas que vous soyez dans votre petite tour d'ivoire le matin. Il faudrait limite que tout le monde sache ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et le plus difficile, c'est là vraiment qu'on a un problème, nous, en tant que développeurs, c'est sur le vrai cœur du métier, en réalité. C'est le code. Comment on fait pour partager le code, pour que si demain, moi je suis là, mes collègues puissent prendre la suite. C'est difficile parce que on entend tous parler de code review, de pair programming, de mode de développement participatif, on va dire, mais c'est difficile à appliquer parce qu'il faut prendre du temps pour ça, il faut avoir la technique pour ça aussi, hein. On nous vend ça un peu comme une technique super magique, mais elle n'est pas du tout magique, elle prend du temps et elle est difficile à mettre en œuvre. Mais la clé, du coup, pour ces SPOF-là, c'est même pas de travailler ensemble, c'est de devenir interchangeable. C'est que c'est le code que j'ai fait aujourd'hui puisse être repris demain par mon collègue et après-demain par un autre. Alors à partir de là, on rentre dans le domaine du rêve. Ces choses dont je vais vous parler là, c'est des choses qu'on met en place depuis décembre dernier, qu'on est en train de tester. Donc il est possible que ça vous hérisse les poils sur la tête et vous allez me dire c'est pas possible du tout. Vos réactions m'intéressent, parce que clairement on est en pleine recherche là-dessus, donc n'hésitez pas. L'idée générale, c'est que le code ne doit pas rester dans une seule tête. Bon, comment on fait? On généralise le pair programming et on systématise le code review. Je crois que c'est ici, dans un des derniers paris RB, il y a quelques mois maintenant, où j'avais entendu une idée qui a fait tilt dans ma tête. C'est que c'est la personne qui est responsable du code review qui met en ligne. Voilà. Moi, j'ai développé une fonctionnalité. Mon collègue va faire le review et à cette occasion-là, c'est lui qui va merger et qui va mettre en ligne. Comme ça, il n'y a pas de review par-dessus la jambe, vite fait. Non. Si jamais ça plante, c'est de la faute du reviewer. Donc, il a intérêt à le faire bien. Autre chose, chaque projet doit passer dans toutes les mains. Terminer le projet qui reste dans le petit... moi, je m'occupe de celui-ci et je suis tout seul à m'en occuper. Et... Non, le projet doit tourner chez tous les développeurs et il n'y en a pas un qui doit rester avec son petit projet. Le client garde tout de même un responsable projet. À partir de ça, on a commencé à imaginer une méthode, en fait. Une méthode où on partage le code, où on systématise un peu la rotation de ce code. On a appelé la méthode JET, parce que la boîte s'appelle Jumbo Web et que voilà, on n'a pas beaucoup d'imagination, donc Jumbo Jet. Les avantages de ça, c'est que la qualité augmente, puisque forcément on est plusieurs à passer sur le code, donc on peut voir plus facilement les erreurs, les problèmes. Chacun apprend du meilleur des autres, puisque quand on fait du code review, en général, c'est l'occasion de dire bah, tiens, mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Il y a tel gemme qui fait ça, qui est génial, ou telle façon de faire, tu aurais mis 10 lignes de code de moins, c'est vachement bien, tout le monde progresse. Les projets avancent plus régulièrement, puisque forcément, vu qu'il n'y a plus de point de blocage, je suis plus tout seul à pouvoir travailler sur le projet, donc le jour où je prends 3 jours de vacances, ou 15 jours de vacances parce que je deviens papa, ça n'empêche pas le projet d'avancer. C'est super important. Et donc je disais, plus de problème en cas d'absence, maladie, etc. Et voilà, et là on s'était dit, on a résolu notre problème de SPOF métier. Ah, pardon. Sauf que non, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que, encore une fois, il n'y a rien qui
nous y oblige en fait à vraiment le faire, ce truc-là, à faire tourner le code, à faire de la veille, à faire du code review, à faire du team working. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? On travaille au temps passé, on travaille avec Freckle, toutes les entrées de temps qu'on fait sont loguées et on peut y accéder avec une super API qui déchire. Et voilà, nous souffrons du mal commun à beaucoup de développeurs, on n'a pas le temps en fait de faire le review, la veille, le pair, le commercial et toutes ces choses qui ne sont pas du code et qui nous embêtent du coup parce que c'est pas notre métier, enfin, on ne le ressent pas comme ça. On connaît les bonnes pratiques en résumé, mais rien ne nous incite à les respecter et nous oblige à les respecter même. Donc, puisqu'on était parti dans l'analyse des SPOF et voir quels pouvaient être les points de blocage, on s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin, pourquoi ne pas essayer de devenir meilleur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut nous aider là-dessus, quoi? Et donc c'est là, on a poussé un peu cette méthode JET. Alors là, je vous ai fait un capture d'écran, mais c'est un gros work in progress, donc c'est assez dégueulasse. C'est pas encore en open source, mais c'est en projet. Le principe de base, c'est quoi? Je vous ai dit, on travaille sous Freckle, donc on peut facilement déterminer un jour travaillé. Est-ce qu'il y a une entrée Freckle ce jour-là? Chaque jour travaillé génère 1 heure de veille. Cette heure de veille, on la stocke. Je vous ai montré juste ici, là. Hop. Là, on peut voir tout ce qui est en rouge, c'est la production. Tout ce qui est en vert, c'est l'excédent de production, en fait. Et tout ce qui est en bleu, pardon, c'est du temps de veille que je dois consommer. Je dois le consommer parce que sinon, il va s'entasser comme ça dans ma barre. Et mes collègues vont me taper sur les dents en disant « T'as pas fait de veille, mon gars. T'as pas fait de veille, tu deviens mauvais. » Ce qui est vrai, quand on fait pas de veille, on devient mauvais. Donc, chaque jour, génère 1 heure de veille. De chaque heure vendue, il retranchait une quantité de temps commercial. Le temps commercial que quelqu'un peut aller consacrer à vendre un nouveau projet. Ou dans un budget à achat, c'est converti en euros et ça peut permettre d'acheter le dernier Mac qui tue ou ce qu'on veut. Les objectifs ne sont plus ne plus en argent, mais en temps. C'est-à-dire que si on regarde mon super truc là, il n'y a pas de sous là-dedans, il n'y a que du temps. Je sais que je dois vendre X heures pour passer au-dessus de la ligne rouge étant le seuil de rentabilité de la société en fait. Une fois l'objectif atteint, chacun est libre d'occuper son temps comme il l'entend. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilter. Moi, j'ai entendu parler du patron de... Comment ça s'appelle cette boîte? Virgin, qui donne des vacances à volonté à ses salariés. Et depuis qu'il fait ça, ses salariés, ils sont contents de venir au boulot parce qu'ils y viennent quand ils ont envie d'y être. Et ça fait toute la différence en fait dans la tête. Et c'est ça qu'on essaie de reproduire nous. À partir du moment où j'ai assez produit pour que la boîte soit rentable, et que les clients n'ont pas spécialement besoin de moi, pourquoi je n'irai pas faire de la pêche ou au contraire, je peux décider de bosser plus pour le mois prochain, me payer 3 semaines à rien faire. Voilà, si l'objectif est dépassé, le temps à convertir en argent ou garder pour bosser moins par la suite. Les points clés du système, c'est du temps réel. Tout ça s'appuie sur l'API Freckle. Donc le client voit en temps réel ce qui se passe, il a son propre petit back-off, il voit toutes les entrées, combien de temps il a été passé sur le projet, est-ce qu'il y a en ce moment quelqu'un sur son projet, etc. Et nous, notre graphe, celui que je vous ai montré là, il est en temps réel. Ça incite vraiment à faire du pair et de la veille, parce que les barres, là, que vous avez vu, ça s'entasse là-dedans. Si je fais pas ma veille, je finis par avoir plus de veille à faire que de prod, et ça commence à sentir mauvais. Et les autres ont tendance à vous dire, bon bah vas-y, fais-la ta veille maintenant. Ça permet la rotation effective du code via le code review, et le pair programming. Dans le temps de veille, je ne vous l'ai pas dit, mais je compte le code review. Donc, incitation à faire du code review. Si j'ai pas le temps de faire de veille sur une nouvelle techno ou qu'en ce moment ça m'intéresse pas, je vais faire un max de code review et donc je vais faire en sorte que la qualité de mon code global au niveau de la boîte soit meilleure. Et enfin, le graphe, vous l'avez vu, hein. Franchement, il est super bateau. Il y a une barre par gars, il y a le seuil de rentabilité de la société. On sait tout de suite où on en est. Quelle est la situation financière de la structure? Est-ce que je peux faire de la R&D? Est-ce que je peux lancer un nouveau produit? Ou est-ce que je peux tout simplement glander ce qu'on a tous plus ou moins envie de faire? Voilà. Donc c'était mon petit retour d'expérience par rapport à 4 ans de développement dans une toute petite SS2I. Ça me paraissait intéressant à communiquer, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ton graphe, les idées sont intéressantes. Tu peux passer ton micro, s'il te plaît, pour le... Les idées sont intéressantes. Maintenant,
qu'est-ce qui va faire que tu vas effectivement faire ton code review? Parce que si je fais mon code review moi-même, je vais plus vite, et du coup j'ai plus rapidement le temps de faire de la veille, de faire mes trucs. Je vais plus rapidement rentabiliser le truc, quoi. Si je review mon propre code moi-même et je le déploie Tu moi-même. reviews pas ton code toi-même. Ouais, non, d'accord, non, mais tu es en train de dire qu'il faut que tu essaies de. Enfin, donc, je suis d'accord avec les principes, maintenant il faut essayer de lutter contre, parce que tu dis que tu parles au passé et tout ça. Et donc, du coup, il y a des moments où tu vas biaiser le système parce que tu as besoin d'aller vite. Enfin, on a tous vécu ça, quoi. Dans une entreprise, il y a un moment où il faut juste que ça soit livré, quoi. À l'arrache peut-être, mais ça sera livré. Tu fais ton code review tout seul et puis évidemment tu plantes la prod, quoi. Classique. D'accord. Comment tu fais pour lutter contre ça? Pour lutter contre ton instinct de vouloir aller plus vite et de faire le truc comme ça. Hop. On y a pensé, parce qu'on y est confronté, hein, on n'est que 4 et on a moins d'une dizaine de projets en ce moment, donc ça arrive. Tu as deux manières de voir les choses, quoi. C'est soit tu es fataliste et tu dis ça va toujours se passer comme ça, soit petit à petit tu essayes de mettre des jalons. Nous on s'est dit dans un premier temps, ce code review, il va être a posteriori. Parce qu'on n'a pas le temps, en réalité, de le faire a priori. Moi, mon objectif à un an, c'est qu'il soit a priori. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Mais voilà, si on ne se fixe pas d'objectif, hein, on va nulle part, quoi. Tu peux juste dire ce que c'est que Freckle? Parce que je connais pas. Oui. Pardon. Freckle, c'est juste un outil, je ne fais pas de publicité en particulier pour celui-ci, mais c'est celui qu'on utilise. C'est un outil de tracking en temps réel. Tu démarres un compteur, grosso modo, sur ton projet dès que tu es en train de bosser dessus, et tu le coupes quand tu as terminé. Et ce truc te sort des super stats, ça permet même de générer de la facture directement au niveau du client. Et moi, j'appuie toute ma facturation là-dessus, par exemple. Ça permet de facturer à la minute, comme les avocats. Donc, si j'ai bien compris, chaque barre c'était une personne, c'est ça? Ouais. Donc c'est très focus sur le rendement personnel. Contrairement à l'agilité où on veut plutôt faire un objectif commun, où c'est la team qui doit réussir à atteindre un goal, pas forcément chaque membre. J'ai vu que la barre de rentabilité, en fait, chaque personne doit atteindre cette barre personnellement, c'est ça? C'est pas global à la boîte, on va dire. Et donc ça veut dire qu'en gros, il y a des maillons faibles, comment c'est supporté, le fait d'être en dessous des autres, ça crée quelque part une sorte un peu comme les commerciaux, des concurrences, ça peut créer de la du mauvais deal, parce que le gars peut être en dessous, mais pour des raisons complètement légitimes. Et c'est pas représenté là-dedans, c'est très personnalisé, donc on tape, pas on tape, mais en tout cas on met en avant le gars qui réussit pas. Ça dépend complètement comment on utilise l'outil. Ça peut être le cas, ce que tu dis, si c'est utilisé dans le cadre de salariés, tu vois, avec un petit chef au-dessus qui regarde et qui utilise ça comme un petit flicage. Nous, on est 4 associés. Et on a 4, presque, 4 parts équivalents dans la boîte. Donc on a tous intérêt à ce que ça monte. Ce truc-là, on va plutôt l'utiliser à l'inverse, comme un outil de compréhension. Si on voit que quelqu'un est en dessous, on va pas lui dire « t'as pas bossé, qu'est-ce qui se passe ?» quoi. On va plutôt lui dire « t'as pas bossé, est-ce qu'il t'arrive quelque chose? Est-ce que tu as rencontré un problème technique? Est-ce que tu as un problème perso? Est-ce que nous, on peut t'aider ?» Parce que, bon, là, je vous ai juste présenté vite fait le projet, mais en gros, il est possible de transférer du temps vers les autres. Et donc, on peut justement créer une espèce d'osmose. On est 4 freelances, si tu préfères, mais on est un groupement de 4 freelances. On s'épaule les uns les autres, au lieu de se tirer dans les pattes, quoi. L'argent reste personnel. L'argent reste personnel, sauf dans le cadre où on fait un échange comme ça, mais je t'explique pourquoi. C'est parce que, en gros, le seuil que tu as vu là, de rentabilité, c'est pour pouvoir payer le même salaire à tout le monde. On a fixé un salaire et on s'est dit, ce salaire-là, on va le donner à tous les développeurs. Je bosse plus, je peux décider de me payer plus ce mois-ci, ou de laisser mon temps dans le système pour pouvoir en profiter plus tard, grosso modo. Donc c'est pour ne pas bloquer éventuellement des ambitions personnelles ou des besoins personnels ponctuels, quoi. Donc l'argent, c'est celui que tu rapportes, celui que tu gagnes. C'est pas partager la boîte, c'est pas un revenu global à la boîte qui ensuite est distribué au... Il est global, on le pense global, maintenant il reste particulier, c'est-à-dire que la condition sine qua non pour que ça marche, c'est que chacun soit rentable au moins pour sa partie. Et après, ce qui est en plus, on peut décider via la colonne de stock qui était à droite là. Cette colonne de stock, elle sert en gros à l'activité commerciale ou à l'achat.
de matos, et cet achat de matos, on peut décider de le lister sur tout le monde ou de le donner sur quelqu'un. Voilà. Enfin, je crois que tu as compris. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas.